Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous en sommes à la dernière journée à l'Assemblée nationale. Encore une autre session parlementaire où, malheureusement, les Québécoises et Québécois ont été témoins en direct à tous les jours d'un gouvernement qui a perdu littéralement le contrôle des finances publiques. Il y avait un déficit record qui avait été annoncé en début d'année de 11 milliards de dollars. Aujourd'hui, le déficit réel est à plus de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, Madame la Présidente. Et le gouvernement a tellement perdu le contrôle des finances publiques qu'il modifie les déficits de l'an passé et le déficit appréhendé pour l'an prochain. L'an passé, le déficit était de 4 milliards. Le réel a été ajusté à 8 milliards. Autant d'argent que nous n'avons pas et qui va sur la dette brute du Québec. Cette année, on est passé de 3 milliards à plus de 15 milliards de déficit. On la voit à la perte de contrôle. Et l'an prochain, Madame la Présidente, le déficit qui était annoncé de 8,5, déjà on sait que ça va être de 9,2, puis on peut déjà, sans être un devin, être sûr que ce sera beaucoup plus que 9,2 milliards de dollars. Et les Québécoises et Québécois n'ont pas les services. C'est pire que jamais, Madame la Présidente. En ce sens-là, je dis souvent que le premier ministre gère comme un péquiste. Le premier ministre a très bien connu Nicolas Marceau. Nicolas Marceau avait dit « on n'a pas été bon ». Il a été lucide. Dans le temps, le premier ministre aussi était lucide. Peut-il le reconnaître? Comme Nicolas Marceau, le péquiste, qui n'a pas été bon. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on va y aller dans l'ordre. Commençons en 2018. On a hérité de quoi? On a hérité de coupures en santé. C'est pas juste moi qui le dis. Gaétan Barrette le dit. Carlos Laitao le dit. On a beaucoup trop coupé. Même la députée actuelle de Saint-Laurent, elle s'est excusée. La députée de Saint-Laurent a dit « Je m'excuse pour l'austérité. » Ouais! Je l'ai en quelque part. Elle a dit, c'est pas rien, Madame la Présidente, je veux la citer, « Je m'excuse pour l'austérité pendant les années de Philippe Couillard. » Elle a même fait circuler un document à un conseil du Parti libéral pour que tout le Parti libéral s'excuse. Pour finalement, c'est elle qui s'est excusée auprès du Parti libéral, elle est rentrée dans le rang, puis elle a arrêté ça là. Donc, d'abord, il a fallu réinjecter des fonds pour couvrir l'austérité de la députée de Saint-Laurent, qui, à l'époque, votait pour toutes ces coupures-là en santé. Et, Madame la Présidente, on a fait essentiellement deux choses. On a fait deux choses. On a augmenté le budget de la santé de 50 % on a augmenté le budget de l'éducation de 50 % on a coupé, on a réduit les impôts de la classe moyenne et ça donne un déficit de 8,8 milliards. Première complémentaire. Bon. Madame la Présidente, le premier ministre, en 2018, a hérité d'un surplus budgétaire de 7 milliards de dollars et aujourd'hui, il est en déficit de 15 milliards de dollars. C'est un différentiel de 22 milliards pour les Québécoises et Québécois n'ont pas plus les services. Citation pour citation, le premier ministre avait dit en début d'année, je le cite, on a décidé de ne pas faire de coupure en santé. Or, Mme Biron, à la tête de l'Agence de recouvrement Santé Québec, dit il faut que le réseau contribue à réduire le déficit. Reconnaît-il qu'il n'a pas été bon puis qu'on coupe dans la santé? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. C'est vraiment désolant d'entendre le chef de l'opposition. Le déficit est de 11 milliards. C'est très sérieux. On s'en occupe. C'est une situation qui est temporaire. C'est relié au fait que l'économie a ralenti, que les taux d'intérêt étaient à 5 %, qu'on a eu une faible hydraulicité qui a affecté les résultats d'Hydro-Québec, qu'on a investi dans nos ressources humaines pour, en échange de flexibilité, améliorer les services. Et tout ça donne un déficit de 1,4 % du PIB, 8,8 milliards, 11 milliards après contribution au Fonds de génération. Affirmer que c'est 15 est totalement
Erroné. Complémentaire. Non, c'est pas erroné, Madame la Présidente, puis je vais en faire la démonstration. J'aime ça jaser de chiffres. Malheureusement, je ne peux pas le faire avec le premier ministre. Je vais le faire avec le ministre des Finances. Ratio dette nette PIB, dans 2026, va passer de 38 à 40 %. Ça, c'est pas bon. Le 15 milliards, il vient de où? Votre déficit de 11 milliards, c'est après coupure de 2,5. C'est après ponction pour imprévisibilité de 750 millions. Vous êtes allé chercher ça là. Puis c'est après 1 milliard, à peu près, un peu moins d'1 milliard, pour les gains en capital. Quand vous ne baissez pas votre déficit avec ça, c'est 15 milliards. Je rappelle, chef, que vous adressez à la présidence. Il n'y a pas de vous, c'est Madame la Présidente. Et la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, j'ai envie de faire une entente avec le chef de l'opposition officielle. Vous savez, quand les états financiers de l'année courante vont être publiés, ils vont être signés par la vérificatrice générale. Est-ce que le chef de l'opposition officielle est capable de s'engager à s'excuser, comme la députée de Saint-Laurent, si ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire un déficit de 15 plutôt que de 11, que c'est faux, que si la vérificatrice générale dit c'est 11 milliards, va-t-il s'excuser? Et on ne dit pas faux, on dit inexact. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, j'ai pas besoin de m'excuser. C'est le déficit réel aujourd'hui. Tout le monde va comprendre à la maison. Une famille qui a un déficit de 10 000 puis qu'à la fin de l'année dit « Hey, il faut réduire le déficit », je prends 5 000 dans le compte d'études du petit, puis je le mets par-dessus le déficit, et que le déficit reste à... Ben oui, que le déficit reste à 10 000. Tout le monde a compris, c'est 15 000 le déficit réel. Alors, après coupure, après ponction, il garde son déficit à 11 milliards. Le king des déficits est à 15 milliards et les services ne sont pas donnés. C'est ça, le chèque. Je vous rappelle qu'on s'interpelle par notre titre, Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, c'est triste, c'est gênant. Je comprends, le chef d'opposition officielle est étudiant en droit, mais Madame la Présidente, très, très clair, déficit avant versement au Fonds des générations, 8,8 milliards. Déficit après versement au Fonds des générations, 11 milliards. Ce qu'il vient de dire là, ça vient confirmer ce qui est arrivé pendant la campagne électorale, quand le Parti libéral s'est trompé de milliards de dollars dans son cadre financier. C'est vraiment inquiétant. On a hâte que Pablo arrive. Vous connaissez le règlement. En question principale, je reconnais le député de Pontiac. Il faut le faire, Madame la Présidente. Leur bilan au niveau des finances publiques est tellement mauvais que le député de Saint-Jérôme, il ne s'est pas excusé, il a démissionné à la place. Il y a exactement 1 an, Madame la Présidente, jour pour jour. Le 6 décembre, je me suis levé ici, en Chambre, pour demander au ministre de la Santé ce qui se passait au niveau des urgences. Parce qu'il avait, à ce moment-là, sorti un communiqué en disant à toute la population du Québec que ça allait empirer, puis qu'il repoussait dans le temps sa cible des 90 minutes. La réponse qu'on a obtenue du ministre, c'est « Vous nous jugerez aux résultats ». Bon, bien, ça fait 1 an, alors on va regarder les résultats. Cette année, le gouvernement de la CAQ s'est dit « Notre cible, ça va être 125 minutes pour la prise en charge ». Résultat, les gens attendent aujourd'hui 178 minutes. Madame la Présidente, à peu près la même chose que l'an dernier, quand les urgentologues disaient « C'est dangereux ». Alors, il a promis 90 minutes, il a mis une cible de 125, puis son résultat, c'est 178. Au niveau des urgences, là, c'est une autre année perdue. Est-ce qu'il peut justifier son échec? La réponse du ministre de la Santé. Alors, Madame la Présidente, j'ai toujours l'impression que la critique est toujours aussi constructive de la part du député de Pontiac. Alors, au lieu d'aller dans le détail, je lui ferai remarquer que l'objectif de 125 minutes, c'est pour l'année courante et non celle qui s'est terminée au 31 mars, qu'on a justement réussi l'an dernier, au 31 mars 2024. Je lui demanderai de préciser, de vérifier les chiffres qui sont bien clairs dans le tableau de bord. Madame la Présidente, au-dessus de ça, je pense qu'on a mis des mesures en place au cours des dernières années, et je le dis très souvent, plusieurs mesures, que ce soit la réduction du TSO, que ce soit la baisse des agences privées, que ce soit les nouvelles conventions collectives qui ont été signées. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les infirmières qui, finalement, ont accepté d'avoir plus de flexibilité grâce à un échange de rémunération très important.
Il y a un ensemble de mesures, Madame la Présidente, qui vont faire qu'on va être capable de donner aux Québécois les changements qu'ils veulent dans le réseau de la santé. J'apprécie beaucoup la construction, les commentaires constructifs du député de Pontiac, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre de la Santé veut des chiffres clairs. Il a promis 90 minutes à l'urgence. Aujourd'hui, les gens à l'hôpital de Hull, ça fait 10 heures et 24 minutes qu'ils sont dans la salle d'attente. 10 heures et 24 minutes. Il a nommé un comité choc, ça n'a pas marché, il l'a aboli. Il a nommé un coordonnateur des urgences, ça n'a pas marché. Il a remis en place le comité choc, ça ne marche pas non plus. Madame la Présidente, on tourne en rond avec le ministre de la Santé. La réponse du ministre. J'ai expliqué plusieurs fois en chambre ici, puis j'ai aucun problème à aller dans le détail, même si je ne suis pas certain que ça intéresse tout le monde, mais je vais le faire. J'ai expliqué que le temps d'attente, la prise en charge qu'on appelle, là, il y a 5 composantes, Madame la Présidente, 5. Les P1 à P5. L'enjeu d'être aux alentours de 3 heures et non au lieu de 90 minutes, c'est les P4, P5. Et ça, savez-vous ce que c'est? C'est ce qu'on demande aux omnipraticiens de prendre les P4, P5 dans les GMF pour être capable de réduire le temps d'attente aux urgences. Madame la Présidente, c'est exactement ce que ma collègue au Trésor est en train de négocier avec les médecins de famille. Tant qu'on n'aura pas cet engagement-là des médecins, d'être capable de prendre les P4, P5, on ne sera pas capable de descendre ce temps-là. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Ça fait 4 ans qu'il est ministre de la Santé. Ça fait 6 ans et plus que le gouvernement de la CAQ est en place. Combien d'années il faut attendre avant de le juger sur ses résultats? Aujourd'hui, là, il rate encore toutes ses cibles. Je lui rappelle ses paroles, celles du premier ministre. Vous nous jugerez sur les résultats. Bien, les résultats, ils sont clairs. La CAQ, en santé, c'est un échec lamentable. La réponse. Oui, alors, permettez-moi de vous dire que c'est l'adjointe parlementaire qui va répondre, Madame la députée de Bonaventure, et qu'en fonction de notre loi sur l'Assemblée nationale, à l'article 25, c'est la prérogative du gouvernement de décider qui répond, et c'est son droit, et c'est dans notre code. Madame la députée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux collègues de Pontiac pour sa question. Quel bonheur pour moi de répondre, surtout sur les résultats. Parce que mon collègue de la Santé travaille sans relâche depuis des années et ça donne des résultats, Madame la Présidente. Par exemple, ce qui est important, c'est de ramener des gens dans le réseau public. Et entre autres, on a diminué le recours à la main-d'œuvre indépendante et ça a permis de ramener plus de 4000 personnes depuis 1 an qui étaient au privé dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est comme ça qu'on arrive à nos résultats. Il y a le déploiement de l'Agence Santé Québec qui est en cours présentement et on travaille en parallèle à ça. On a déposé justement le projet de loi 83 pour ramener plus de médecins au public au Québec, Madame la Présidente. L'équipe santé mobilisée, on continue le travail. En question principale, vous êtes en question principale. Je reconnais le député de Néligan. Madame la Présidente, une information de dernière minute. On vient d'apprendre que le gouvernement caquiste vient de prendre la décision par rapport aux traversées de Rivière-du-Loup. C'est un combat que nous avons mené. Nous avons ramené des gens de Rivière-du-Loup. Ils veulent maintenir la traverse, malgré la volonté de la communauté d'affaires, malgré la volonté du maire de Rivière-du-Loup, malgré le fait qu'il y ait des armateurs privés comme la CTMA qui sont équipés, expérimentés, appréciés, et malgré la position de leur propre député, le député de Rivière-du-Loup. Ma question est très simple. Est-ce que la décision est prise et est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la traverse ne sera plus à Rivière-du-Loup, mais plutôt à Cacouna? Et Monsieur le leader, je vous rappelle que vous adressez à la présidence quand vous posez vos questions. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, j'ai écouté attentivement la question de mon collègue de Néligan.
Je ne sais pas d'où il prend cette information-là. Si la décision a été prise, normalement, elle serait prise par le Conseil des ministres. Or, ce n'est pas le cas. C'est un dossier qu'on continue de travailler, mais elle sera prise incessamment parce qu'on se rappelle que ma collègue députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, travaille extrêmement fort ce dossier-là depuis maintenant 2 ans. On le travaille ensemble, elle et moi, ça va de soi. Elle a rencontré tous les groupes que le député de Nelligan a nommés, elle les a rencontrés plusieurs fois avec la Société des traversiers. On a fait des rencontres aussi avec mon cabinet, donc elle travaille très activement sur ce dossier-là depuis 2 ans. On a d'ailleurs rencontré certains de ces représentants-là, des élus, avec le député de Nelligan il y a quelques mois. Donc, on continue de travailler le dossier. Ma collègue s'est engagée à faire une annonce avant Noël, à faire une annonce cette année. Donc, forcément, avant Noël, on n'annoncera pas ça le 25 décembre, évidemment. Alors, on travaille très fort pour être capable de respecter notre engagement et de faire cette annonce-là dans les temps opportuns, Madame la Présidente. Première complémentaire. L'annonce est prévue le 17 décembre. Il peut me dire aujourd'hui si c'est vrai ou pas, mais j'ai un email. Pourquoi le gouvernement tient la communauté de Rivière-du-Loup dans l'ignorance concernant leur traverse? Pourquoi ne pas avoir tendu la main à un opérateur privé qui semblait avoir des solutions crédibles? À quoi sert ce processus opaque à part servir les intérêts de quelqu'un d'autre que les gens de Rivière-du-Loup? Cet email vient du Emmanuel Aucoin, directeur général. Madame la Présidente, est-ce que la décision, oui et non, est prise? Est-ce que l'annonce officielle est le 17 décembre? La réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, j'ai répondu. Dans ma précédente réponse, j'ai l'impression qu'il y avait les réponses aux 2 questions qu'il me pose. J'ai dit que ma collègue s'est engagée avec mon concours à faire une annonce avant Noël. Et je lui ai dit que ce ne sera certainement pas le 25 décembre. Je peux lui dire que ce ne sera pas non plus le 24 ni le 23. Alors, et là, on est le 6. Alors, ce sera quelque part entre les 2. Et donc, ça présuppose, oui, effectivement, Madame la Présidente, qu'une décision va être prise, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Là. Les gens du Parti libéral devraient s'en rappeler. Ils ont été au gouvernement. Il y a des études qui se font, il y a des rencontres qui se font, il y a une décision qui se prend. Ça doit être avalisé par le Conseil des ministres. Donc, tout ça suit son cours. Les choses sont faites en bonne et due forme et ma collègue va respecter son engagement cette année. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je vais m'adresser au Premier ministre. Il peut le confirmer, comme il peut dire que ce n'est pas vrai. Le bureau du Premier ministre aujourd'hui a annoncé à CTMA que la décision est prise. J'ai cru comprendre que Madame la vice-première ministre n'est pas au courant. Mais maintenant, le Premier ministre, est-ce que lui peut se lever et confirmer que la décision n'a pas été prise ce matin? Qu'il se lève, qu'il confirme cela aux gens de Rivière-du-Loup, qui attendent une réponse. La réponse de la ministre des Transports. Oui, bien, Madame la Présidente, mon collègue peut s'agiter de toutes les façons possibles. Ça ne change rien à la réalité. C'est un dossier qui a été travaillé tout à fait convenablement, exhaustivement, consciencieusement par ma collègue, la députée de Rivière-du-Loup, avec l'ensemble des groupes. Elle a fait des dizaines de rencontres. On a travaillé le dossier de fond en comble. On a même refait un appel, il le sait, qu'on n'était pas obligé de faire pour aller vérifier l'intérêt d'un opérateur privé, vérifier les possibilités. On le sait, il y a des gros enjeux avec le quai, avec l'ensablement qui est nécessaire, avec la profondeur. Il y a toutes sortes d'enjeux. C'est pas pour rien qu'on doit prendre une décision à cet égard. Elle a pris l'engagement d'annoncer cette année. On va respecter notre engagement, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais la députée de Mercier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le premier ministre du Québec est arrivé au pouvoir en promettant de faire marcher le fédéralisme pour le Québec. Il disait qu'avec lui, on allait enfin scorer contre Ottawa. 6 ans plus tard, la moyenne au bâton du premier ministre, c'est l'échec. En santé, il a perdu. En immigration, il a perdu. Puis à chaque fois qu'il joue contre Ottawa, c'est le Québec qui se fait ramasser. Comme tant d'autres avant lui, le premier ministre est en train de se rendre compte que le fédéralisme, ça ne changera pas vraiment. Mais le monde, lui, il a changé. Au sud de la frontière, le président élu des États-Unis fait des blagues de 51e État. À Ottawa, Pierre Poilievre est aux portes du pouvoir avec ses idées de dinosaures. Partout, en Amérique du Nord, un vent de droite ultra-conservateur menace le consensus qu'on a construit ici au Québec. Le bulldozer de Trump et de Poilievre s'en vient pour détruire les droits des femmes, la lutte au changement climatique, la solidarité sociale. Face aux attaques à nos valeurs québécoises, est-ce qu'on va plier l'échine ou est-ce plutôt on va se tenir debout? Face à l'échec de sa 3e voie, est-ce que le premier ministre est prêt
à passer à autre chose pour le bien de l'avenir de la nation québécoise? La réponse du premier ministre. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je suis très content de cette question. La chef du deuxième groupe d'opposition, elle nous parle des valeurs québécoises. On apprend aujourd'hui que dans une autre école au Québec, il y a des enseignants qui utilisent des concepts religieux islamistes. Donc, on l'a vu dans Bedford, on empêche des filles de faire du sport. Est-ce que la co-chef de Québec solidaire est prête à joindre sa voix à nous pour dire que jamais au Québec, on va remettre en question des valeurs fondamentales comme l'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs fondamentales comme la laïcité? Je suis content de voir qu'elle semble se ranger enfin de notre côté. Première complémentaire. Madame la Présidente, les valeurs québécoises, ça appartient à tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe leurs origines, peu importe leur religion à la maison, tout le monde. Je vais revenir à la question principale que le premier ministre a décidé d'éviter. Quel gain il a fait face à Ottawa? Pouvoir en immigration, rien. Rapport d'impôt unique, rien. Pouvoir fédéral de dépenser, rien. Transfert en santé, rien. Je lui pose une question très simple. Pourquoi il ne revient pas à ses convictions indépendantistes? On garde le silence. Article 32, décorum. Une seule personne a le droit de parole ici. Et ce sera le premier ministre. On a tous remarqué ici que la chef de Québec solidaire a refusé d'appuyer la valeur de la laïcité dans nos écoles au Québec. On a tous remarqué ça. Maintenant, elle nous parle de Justin Trudeau. Justin Trudeau, il y a un an, disait « il n'y a pas trop d'immigrants ». Aujourd'hui, il a accepté, dans les travailleurs temporaires, de réduire le nombre et, en plus, d'exiger au renouvellement de permis la connaissance du français. Donc, Justin Trudeau évolue. Est-ce que Québec solidaire évolue? Deuxième complémentaire. Le sujet de ma question, c'est l'indépendance du Québec. Pour la laïcité, il faudrait arrêter de mettre de l'argent public dans les écoles privées religieuses. Ça ne respecte pas la laïcité de l'État. Mais je vais revenir à mon sujet. Je sens un malaise de la part du premier ministre à répondre. L'indépendance du Québec face à ces échecs nombreux face à Ottawa, est-ce qu'il va enfin revenir à ses convictions profondes sur l'indépendance du Québec pour protéger la réponse? Article 32 du premier ministre. Oui. La co-chef de Québec solidaire sait très bien que nous, on veut continuer de faire des gains, comme on l'a fait en immigration. Vous avez vu un virage à 180 degrés de la part de Justin Trudeau. Maintenant, on voit le malaise, le grand malaise de la co-chef de Québec solidaire qui refuse d'appuyer la valeur de la laïcité dans les écoles du Québec. C'est vraiment décevant. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Après des mois à nier les faits, le ministre de la Francisation admet enfin l'impact de ces coupes et réinjecte d'urgence 10 millions de dollars auprès des centres de services scolaires. Ça aura pris des dizaines et des dizaines d'articles de journaux, des milliers de témoignages d'étudiants, des manifestations partout au Québec, des plaintes à l'OQLF, des motions, des questions et surtout, un rappel à l'ordre incisif du commissaire à la langue française. Mais tout cela aurait pu être évité si le ministre avait écouté, des cours auraient pu être sauvés. Maintenant, 10 millions, là, c'est loin du compte, parce que des dizaines et des dizaines de classes qu'il a fermées, eh bien, elles vont rester fermées. Maintenant que le ministre est enfin d'accord avec tout le reste du Québec là, sur les effets dramatiques de ces coupes, peut-il au moins terminer le travail et injecter les sommes nécessaires pour rouvrir toutes les classes qu'il a fermées?
La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Madame la Présidente, Québec solidaire est fidèle à lui-même. 10 millions, c'est rien. C'est l'argent des contribuables, Madame la Présidente. C'est pas rien, 10 millions de dollars, quand on est capable de réallouer ces sommes-là à même le budget pour faire plus avec chaque dollar durement gagné par les Québécois qui nous confient. Mais les Québécois ne s'imaginent pas qu'on va franciser 200 000, 300 000, 400 000 personnes par année. C'est pas possible, Madame la Présidente. La capacité de payer des Québécois n'est pas infinie et pourtant, on en fait plus que jamais. Cette année, le budget est plus élevé que jamais en francisation. Cette année, on va franciser plus que jamais. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en fait pas beaucoup, on en fait énormément. Madame la Présidente, est-ce que Québec solidaire va accepter de dire qu'il y a trop d'immigrants temporaires sur le territoire québécois? Est-ce que Québec solidaire va accepter de se ranger du côté de la réalité, du pragmatisme, comme le dit le premier ministre? À Ottawa, ils ont réussi à évoluer suite à nos pressions. Ils ont accepté d'imposer des exigences linguistiques pour des renouvellements de permis, notamment sur le programme de mobilité internationale. On a fait des gains. Est-ce que Québec solidaire va bouger, eux aussi, un petit peu? Première complémentaire pour ce faire. Je reconnais le député de Jean Lesage. Madame la Présidente, j'en reviens pas. Le ministre se vante que son 10 millions, c'est même pas de l'argent neuf. C'est surréaliste. J'ai appris, j'étais en colère ce matin, que le centre de service de la capitale, le centre de service scolaire de la capitale, il n'y aurait pas une scène de plus. Pas une scène pour le centre Louis-Joliette. Tout le monde qui se sont organisés et qui ont manifesté à Québec. Pas une scène dans la capitale nationale, le berceau de l'Amérique francophone. La CAQ est en train de saboter la langue commune du Québec. C'est inacceptable. Article 32, gardez le silence. Et je reconnais le leader du gouvernement qui a-t-il une question de règlement pour moi? Madame la Présidente, ce sont des propos blessants. Vous devriez demander aux collègues de retirer. Écoutez, s'il y a bien un parti qui défend la langue française ici. C'est beau, je suis debout. Oui, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, brièvement. Le terme n'est pas au lexique. C'est une critique incisive, oui, mais c'est une critique pertinente. Et monsieur le leader du gouvernement, je vais trancher, j'ai entendu, et j'ai mon opinion, et ce n'est pas un mot qui est au lexique, mais demeurons respectueux. Il s'agit effectivement de critique. La poursuite de la réponse. Québec solidaire critique nos politiques linguistiques. Sérieusement, on est encore en train d'implanter la très audacieuse loi 96 qui nous a permis de créer le ministère de la langue française, créer le commissaire à la langue française, changer les règles sur l'affichage, créer le droit de travailler en français, imposer la langue française dans nos cégeps, créer Francisation Québec dans lequel on investit plus que jamais. On a créé ensuite le groupe d'action pour la langue française, déposé un plan chiffré à 603 millions de dollars, travail concerté de 6 ministres. En immigration, on impose des conditions pour le français que personne n'a imposé avant nous. Ça, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus à part imprimer de l'argent? Article 32. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la députée de Sherbrooke. Uniquement la députée de Sherbrooke a le droit de parole. On vous écoute. À Sherbrooke, on a perdu 386 places. C'est presque 400 personnes qui avaient déjà commencé à apprendre le français, à qui on a dû dire « arrangez-vous ». Il n'y a rien qui est prévu pour ouvrir des classes. Comment vous pensez qu'ils vont faire vivre leur famille si on ne leur permet pas d'apprendre le français? À la CAQ, ils aiment ça répéter que les immigrants pèsent lourd sur les finances publiques, mais la première chose à faire pour que les personnes immigrantes puissent contribuer à la société québécoise, c'est de leur permettre d'apprendre le français. Quand est-ce que la CAQ va le reconnaître et rouvrir toutes les classes qui ont été fermées? La réponse du ministre. Madame la Présidente, cette année, je le répète, nous allons franciser plus que jamais, nous allons investir plus que jamais à Francisation Québec. Mais n'en déplaise à Québec solidaire, nous allons réduire l'immigration temporaire sur le territoire québécois. Nous allons réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Nous nous sommes entendus avec Ottawa pour qu'ils s'engagent à réduire de 100 000 le nombre de personnes sur le programme PMI. On va réduire aussi cette demande incroyable de francisation qui est trop élevée pour nos capacités de franciser. On va faire plus, on va faire mieux avec l'argent qu'on a, on va franciser comme jamais, mais on va aussi réduire la pression sur la francisation, puis la pression sur le portefeuille des Québécois. Mais avec ça, on sait que Québec solidaire ne sera jamais d'accord. Et en question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. En octobre dernier, la ministre des Transports a dévoilé une entente préliminaire
avec la CDPQ Infra dans laquelle elle se donne jusqu'au 15 décembre, puis elle dit que c'est une date butoir pour une entente finale sur le tramway. Au-delà de cette date, le gouvernement serait, et je cite, réputé avoir décidé de ne pas aller de l'avant avec le tramway. Aux dernières nouvelles, le 15 décembre, c'est dans 9 jours. Après avoir donné à répétition des feux verts qui n'en étaient pas, après avoir ralenti le projet de tramway pendant 6 ans, sous toutes sortes de prétextes plus farfelus les uns que les autres, la ministre des Transports va-t-elle respecter la promesse du premier ministre de réaliser le projet? C'est une annonce qu'il a faite en juin dernier. Et annoncer une entente définitive entre le gouvernement, la CDPQ Infra, la Ville de Québec, au plus tard, le 15 décembre prochain. Là. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je suis agréablement surprise de la question du collègue. Ça donne quasiment l'impression d'une question que je lui aurais demandé de me poser pour que je puisse réitérer qu'on termine cette session parlementaire et on conclut l'automne avec, je dirais, un bilan fort intéressant en matière de transport notamment, et chez mes autres collègues aussi, parce qu'on a fait avancer les 2 grands projets importants à Québec, le tramway et le troisième lien. Alors, Madame la Présidente, je le remercie de me donner l'occasion de le réitérer ici. En ce qui concerne le troisième lien, vous le savez, on a confirmé l'engouement du marché dernièrement, il y a 2-3 semaines, quand j'ai dit que 23 entreprises ont levé la main pour travailler avec nous sur ce projet-là. Je sais que le député, ça ne l'intéresse pas, le troisième lien, mais les gens de Québec, comme j'ai déjà expliqué, ils veulent les 2 projets. Donc, moi, je ne comprends pas la posture de Québec solidaire de dire seulement les gens de Québec et de la Rive-Sud qui appuient le tramway sont importants et ceux qui veulent le troisième lien, eux, c'est pas important. Pour moi, c'est incohérent. Alors, je parle toujours des 2. Donc, le troisième lien, il avance et le tramway aussi. Alors, comme il l'a peut-être regardé dans le calendrier, le 15 décembre est un dimanche. Donc, je confirme qu'on ne fera pas ça un dimanche, mais je l'invite à surveiller l'actualité dans les prochaines semaines d'ici Noël. Première complémentaire. C'est la ministre des Transports qui a choisi la date du dimanche 15 décembre. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Puis l'entente, on va la croire quand on va la voir. Parce que la ministre, là, ça lui est arrivé quelquefois de ne pas respecter ses propres échéanciers. Dans une entente finale, normalement, il y a des dispositions financières. Alors, s'il y a une entente d'ici la mi-décembre, est-ce qu'elle va comprendre le partage des coûts du projet pour la Ville, la CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et le fédéral? La réponse de la ministre. Oui, bien alors, Madame la Présidente, c'est ça, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'entente, on est en train de la finaliser. On est le 6 décembre, donc le 15, c'est dans 9 jours. Alors, en temps et lieu, on sera capable de confirmer les tenants et aboutissants de l'entente en question. Mais, Madame la Présidente, il ne faut pas s'attendre à ce que je commence à dévoiler la nature des conversations qui se déroulent actuellement ici aujourd'hui. Mais je veux rassurer tout le monde, les choses se passent comme prévu. On est très confiants d'en arriver à une entente d'ici le 15 décembre et le moment venu, je pourrai l'annoncer. Mais ça me permet d'utiliser le reste du temps pour rappeler, Madame la Présidente, et je trouve ça le fun qu'on termine la session comme ça, parce qu'on va terminer la session sur notre tableau des investissements de la CAQ en transport collectif. Les colonnes de la CAQ, les colonnes bleues, manifestement les plus élevées. Et ça, c'est les colonnes des gouvernements précédents. Deuxième complémentaire. Une entente n'est pas finale s'il n'y a pas des engagements financiers de chacun des partenaires impliqués dans le projet de tramway. Sinon, ça veut dire qu'il y a une autre entente qui va venir plus tard. Donc, l'entente finale prévue pour la mi-décembre, est-ce qu'elle va comprendre les contributions financières de tous les partenaires impliqués, la Ville, la CDPQ Infra, le gouvernement du Québec et le fédéral? C'est ça la question. Cette entente doit être finale. Est-ce qu'il y aura les contributions financières de chacun des partenaires? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, l'entente va être conforme à ce qu'elle doit être. C'est prévu. On a travaillé ensemble sur le projet de loi 61 où j'ai introduit des amendements qui nous permettaient d'aller de l'avant avec la gouvernance partagée pour le projet de tramway. Puis d'ailleurs, je remercie mes collègues d'avoir finalement changé d'attitude et de s'être alliés à la CAQ pour faire avancer le projet, parce qu'on se rappelle qu'on a passé 24h45 sur un seul article du projet de loi. Mais heureusement, on a pu le sanctionner hier, donc on est capable d'aller de l'avant. Mais Madame la Présidente, je veux le répéter, là, non seulement les 2 projets importants à Québec avancent, mais la CAQ est le parti qui a le plus investi de tous les temps en transport collectif. Ça se confirme tableau après tableau. Vous voyez ici, regardez, le PQ, les libéraux, la CAQ, et on a même mis le PQI imaginaire de Québec solidaire, où tout est dans le transport collectif, puis rien en pour le routier. question principale. Article 32, on garde le silence. En question principale. Consentement pour le dépôt? Consentement pour le dépôt? Oui, oui, vous l'aurez. Alors,
En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, l'évolution et la recrudescence de la violence armée, le phénomène des gangs de rue et l'enjeu de la criminalité chez les jeunes inquiètent les Québécois au plus haut point et pour cause. On voit une nouvelle criminalité qui prend forme sous nos yeux. Elle est plus violente, plus imprévisible. Elle est plus insidieuse parce qu'elle s'infiltre directement au sein des communautés, des écoles et directement auprès des jeunes. Elle est plus sophistiquée, plus avancée technologiquement et donc plus difficile à combattre. À la lumière de toutes ces nouvelles réalités et constatant que des jeunes meurent, des jeunes servent littéralement de chair à canon pour les gangs de rue, je parle de cette tragédie dont nous avons été témoins cette année. Le Parti québécois a demandé la tenue d'une commission parlementaire pour justement faire toute la lumière sur le phénomène des gangs de rue, sur le nouveau crime organisé, sur le recrutement des jeunes, pour comprendre avec des experts et des intervenants comment on peut agir promptement et fermement pour justement se doter d'un meilleur plan de match, le meilleur plan de match possible pour protéger nos jeunes. Nous avons appris hier que la CAQ a refusé de tenir cette commission. C'est véritablement incompréhensible et irresponsable. Je demande au premier ministre de revenir sur cette décision dans l'intérêt général collectif du Québec, mais surtout de nos jeunes. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on est d'accord, le chef du troisième groupe d'opposition et moi, sur cette inquiétude face à la recrudescence des gangs de rue, de la violence qu'il y a à Montréal. J'étais content de voir aujourd'hui, il semble que le gouvernement fédéral, enfin, va ajouter des armes qui vont maintenant être interdites. Je pense qu'en cette journée où on se rappelle tous ce qui est arrivé à Polytechnique, c'est une bonne décision du gouvernement fédéral. Maintenant, mon collègue de la sécurité publique a posé plusieurs gestes. On a ajouté d'abord 1100 policiers qui vont être formés, qui sont formés actuellement à l'École nationale de police. On a augmenté le budget des services policiers aux municipalités. Juste à Montréal, on a ajouté 225 policiers au SPVM. On a mis en place des équipes mixtes aussi parce que parfois, oui, il y a les policiers, mais il y a aussi des organismes qui sont utiles. On se rappellera que ma collègue avait mis en place le groupe Centaure. Je sais que le ministre actuel de la Sécurité publique réunit régulièrement les différents corps de police pour se concerter. Donc, je pense que, Madame la Présidente, on a le même objectif, le chef du troisième groupe d'opposition et nous. Première complémentaire. Madame la Présidente, les Québécoises et les Québécois sont à la recherche de leadership politique et de vision dans ce dossier-là. Est-ce qu'on va vraiment attendre la mort d'un autre jeune, comme ce qu'on a vu à Frampton, pour prendre la situation au sérieux? Les familles, les acteurs du milieu, les policiers, les gens dans les médias, tout le monde est d'accord pour la tenue d'une commission. On n'a pas le luxe de laisser aller les choses. Mettez en place cette commission. C'est trop important. La réponse du premier ministre. Je trouve ça un peu spécial d'entendre le chef du PQ dire qu'on a besoin de bien choisir les priorités. La priorité du PQ, on la connaît. Là. Ça a l'air que si jamais il gagnait, ça arriverait vite. Nous, la loi et l'ordre, ça a toujours été une priorité. On ne vient pas de sortir ça d'un chapeau comme le Parti québécois. On vient d'aller en appel. J'espère que le Parti québécois est d'accord pour donner plus de marge de manœuvre aux policiers. On appuie les policiers. On souhaiterait que ça soit le cas dans toutes les villes du Québec. Content de voir que le PQ se... Deuxième complémentaire. Laissons un peu la politique partisane de côté. Non, mais c'est... Non. Non. Bon, là, c'est trop bruyant. Article 32, décorum. On écoute la seule personne qui a droit de parole ici.
C'est le chef du troisième groupe d'opposition. Vous avez 19 secondes. Poursuivez. Ils ont un peu de hauteur. Il s'agit de nos jeunes. Il s'agit du crime organisé dans les écoles. On demande une commission pour que les experts et les intervenants viennent nous éclairer rapidement pour qu'on se dote d'un plan de match plus solide, parce qu'en ce moment, le plan de match, c'est la détérioration de la sécurité. Est-ce que le premier ministre peut agir en conséquence? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, encore une fois, je suis content de voir le virage au Parti québécois qui défend la loi et l'ordre, qui défend les policiers. Nous, on le fera toujours, puis on va continuer de défendre les policiers. C'est important que les policiers se sentent appuyés à Montréal, à Québec, partout. J'espère que le message va être lancé par le Parti québécois aux maires qui sont peut-être plus proches du Parti québécois. Et je suis content de voir aussi que le chef du Parti québécois nous dit qu'il ne fera plus de politique partisane. C'est une bonne nouvelle. Article 32. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. On l'écoute. Merci, Madame la Présidente. Alors, parlons des priorités de la CAQ. Les vœux de Noël arrivent dans un instant, je vous rassure. Soyez patients, comme dirait M. le Premier ministre. Mais, évidemment, on regarde le fait que ça sente très fort à la veille des fêtes, la prorogation, voire le remaniement ministériel, puis un nouveau discours d'ouverture. Alors, évidemment, on va aller lire les discours d'ouverture précédents. Et effectivement, on va voir qu'on insistait beaucoup sur le fait que continuer, c'est aussi obtenir des résultats concrets pour les Québécois. On citait même Churchill sur le fait que le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Ce qui compte, c'est de continuer. Alors moi, j'essaie de rappeler au gouvernement de la CAQ l'agenda de la CAQ depuis 85 jours maintenant, Madame la Présidente, et je m'en inquiète. Il faut qu'on évalue les nouvelles structures qu'on met en place, comme le centre d'acquisition gouvernementale. La motion, par contre, que j'ai présentée hier n'a pas trouvé d'écho de la part du gouvernement. C'est étonnant. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui. Merci, Madame la Présidente. Le CAG, qu'on appelle communément le Centre d'acquisition gouvernementale, a été mis en place par notre gouvernement, notre arrivée, par mon collègue qui était à l'époque au Trésor. Le CAG a un rôle extrêmement important à jouer pour le gouvernement, non seulement pour de meilleurs services à nos entités gouvernementales qui ont des achats gouvernementaux à faire, mais aussi en matière pour générer des économies. Avec le CAG, Madame la Présidente, nous avons été capables, dans le premier mandat, de mettre une bonne partie d'économies en place et on va continuer dans ce sens-là. Naturellement, on va rappeler que le CAG a pris naissance en pleine pandémie. Il a été un instrument extrêmement précieux pour obtenir les masques. Vous vous souvenez de la course aux masques dans les aéroports? Et il a pris naissance dans ce contexte-là. Maintenant, c'est encore une organisation qui est jeune. On a concédé que dans le rapport de la vérificatrice générale, il y avait des éléments d'amélioration. Et d'ailleurs, ce qu'elle reconnaît, c'est le plein potentiel du CAG. J'ai affirmé qu'on est en action et on va continuer à faire en sorte de le développer et de le déployer pour les Québécois. Terminant et première complémentaire. Alors, évidemment, si on évalue le CAG et puis qu'on se dit qu'on va l'améliorer, tant mieux. Mais il faut justement l'évaluer. Il faut réfléchir d'autant plus à cette question-là qu'on est dans une espèce de resserrement budgétaire. Et puis, quand on regarde les priorités, Madame la Présidente, moi, je m'en inquiète parce qu'on a posé certaines questions sur le cégep, mais par exemple, quand on voit le projet pharaonique du toit du stade qui se fait à Montréal, alors qu'à côté, il y a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui attend toujours le début des travaux, ça pose, quant à moi, un enjeu sur les priorités. La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Oui, merci, Madame la Présidente. J'apprécie les préoccupations de mon collègue. C'est des préoccupations qu'on a quotidiennement d'utiliser les deniers publics pour faire le plus, surtout dans une perspective actuelle. Le Plan québécois des infrastructures n'a jamais été aussi élevé. La somme prévue pour cette année de 18,6 milliards, c'est une somme record. Et effectivement, les besoins sont grands, mais on y répond en y mettant l'énergie et l'argent nécessaires. Et oui, ces choix-là se font sur une base de collaboration entre nous, mais on n'a jamais autant mis
pour rattraper le retard dans les infrastructures, pour le maintien des actifs et pour doter d'infrastructures les Québécois. Deuxième complémentaire. Évidemment, quand on parle des résultats, ce n'est pas les sommes en jeu, parce que ça, c'est les moyens. Il faut se concentrer sur les résultats. Si on veut remonter plus loin en arrière, on peut aller voir le discours d'ouverture en 2018, où le premier ministre s'est engagé à ce que le financement de l'éducation ne soit jamais réduit, même s'il y avait ralentissement économique. Puis là, je pense qu'on ne peut pas renier cette promesse-là. Ça, c'est la priorité des priorités à la CAQ. Autrement dit, on ne va pas passer aux générations suivantes ce coup-là. Réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, je suis très content qu'on souligne l'importance de l'éducation, l'importance de nos écoles publiques, et puis je pense que ça a toujours été une priorité de notre gouvernement, du premier ministre, de l'ensemble de la députation. Les budgets sont en hausse de 50 %. C'est le poste budgétaire en 2024-2025 qui est en hausse de plus de 10 % Madame la Présidente. Éducation, les infrastructures, c'est 150 %. Et qu'est-ce qu'on voit, Madame la Présidente? Bien, des améliorations dans le réseau de l'éducation parce qu'on investit dans celui-ci et ça fonctionne. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.